Joigny, 9 février 1888. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'horreur et au mystère. Dans cet épisode 7 de French Horror Story, nous vous plongeons dans l'énigme troublante de l'horloger assassiné. Découvrez l'histoire glaçante derrière ce meurtre mystérieux et explorez les secrets cachés d'un village où le temps semble suspendu. Le village de Joigny, dans le département de l'Yonne, s'éveille doucement au matin brumeux du 9 février 1888. Situé entre Sens et Auxerre, avec ses 6500 habitants, Joigny oscille entre la définition de gros village et petite ville. Le laitier Paul Lamblay, un homme d'une trentaine d'années, commence sa tournée matinale vers 07h. Chaque jour, il suit le même rituel. Sa charrette tirée par un cheval cliquette sur les pavés, tandis qu'il salue les villageois qu'il croise. En cette journée particulière, il s'apprête à s'arrêter devant l'atelier de l'horloger local, Monsieur Feta, dont la boutique se trouve sur l'avenue Gambetta. Paul s'arrête comme d'habitude devant la boutique de Monsieur Feta, un vieil horloger réputé pour son talent. Il descend de sa charrette avec une aisance habituelle, le pot de lait à la main, prêt à faire son habituelle livraison. En approchant de la vitrine de la boutique, il remarque quelque chose d'étrange. La porte est déjà ouverte, ce qui est inhabituel. Habituellement, l'horloger, Monsieur Feta, n'ouvre sa boutique que bien plus tard dans la matinée. Intrigué et inquiet, Paul pousse la porte en bois avec une certaine hésitation. À l'intérieur, l'ambiance est tout sauf ordinaire. La boutique, d'ordinaire si soignée, est en désordre. Les montres sont éparpillées sur les étagères et sur le sol, et le comptoir est couvert de papiers éparpillés. Paul scrute l'endroit, cherchant des signes d'une présence, mais il est seul. Il appelle à haute voix. « Monsieur Feta, vous êtes là ?» Le silence lui répond, et une sensation croissante d'inquiétude s'installe en lui. Il n'ose pas entrer davantage, pris d'une angoisse sourde. Il décide alors de courir chercher de l'aide et se rend chez son voisin, Monsieur Maillot, un homme robuste et respecté dans la communauté. En respirant fortement, il le trouve en train de boire son café du matin. « Monsieur Maillot, venez vite. Il y a quelque chose de louche à la boutique de Monsieur Feta. Je crois qu'il y a eu un problème. » Monsieur Maillot, toujours pragmatique, acquiesce d'un signe de tête et suit Paul à travers les rues encore endormies du village. Ils reviennent ensemble à la boutique, où la scène de désordre est désormais plus évidente. Monsieur Maillot constate le même chaos que Paul avait observé. Oui, c'est très étrange. Monsieur Feta n'est pas du tout du genre à ouvrir sitôt. Et en plus, regardez cette pagaille. Ils décident alors de pousser leur enquête plus loin et se rendent jusqu'à l'appartement situé à l'arrière de la boutique, surélevé. En montant les escaliers grinçants, ils découvrent que la porte de l'appartement est également ouverte. À l'intérieur, c'est le même tableau de désordre. Les tiroirs de la chambre à coucher sont ouverts et les papiers sont éparpillés sur le sol. L'endroit semble avoir été fouillé avec frénésie. Le sentiment de malaise grandit chez Paul et Monsieur Maillot. Monsieur Maillot, il faut absolument prévenir les gendarmes. Quelque chose de terrible est arrivé ici. Ils se rendent donc au poste de gendarmerie où ils trouvent les autorités locales en train de préparer leur journée. Les gendarmes, bien qu'habitués aux petits délits, sont alarmés par la situation décrite. Ils se rendent immédiatement sur les lieux pour constater les faits. Le capitaine Durand, un homme au regard sévère et à la voix autoritaire, prend en charge l'affaire. À 11h ce jour-là, la rivière de l'Yonne, qui traverse le village, devient le théâtre d'une découverte macabre. Monsieur Albon, le président du tribunal de commerce de Joigny, se promène au bord de l'eau. Il salue un pêcheur, Monsieur Durand, qui est en train de réajuster ses lignes. « Bonjour Durand, comment se passe la pêche aujourd'hui ?» Durand, un pêcheur de longue date, répond en haussant les épaules. « Bonjour monsieur le juge. La pêche n'est pas très bonne, je crois que je vais changer d'endroit. » Alors qu'il s'apprête à déplacer ses lignes, quelque chose attire son attention dans les herbes bordant le fleuve. Il s'approche avec précaution et découvre un bras humain dissimulé sous des herbes sèches. Le spectacle est si choquant qu'il en perd ses mots. « Oh mon Dieu, monsieur le juge, venez vite !» Monsieur Albon se précipite vers la scène et, ensemble, ils découvrent une chaussure pleine de sang à proximité du bras. L'horreur de la découverte leur glace le sang. Sans perdre une seconde, ils alertent les gendarmes, qui arrivent sur place pour examiner la scène. Le docteur Leriche, le médecin de l'hospice local, est appelé pour examiner le bras trouvé. En scrutant le membre humain, il commente « C'est la première fois que j'observe un cas aussi particulier. Ce bras semble appartenir à un fumeur, comme le montre la marque jaune sur les doigts. Les ongles sont longs et mal entretenus, et il y a des cicatrices. La trace d'usure sur le pouce suggère que l'individu exerçait une activité qui provoque ce genre de cornes. Le bras est conservé dans un bocal rempli d'alcool pour une meilleure préservation, et les gendarmes commencent à faire le lien entre ce membre et la disparition de Monsieur Feta. Les pièces manquantes du puzzle se mettent en place lorsqu'ils découvrent
que le bras correspond à un veston de l'horloger retrouvé dans la boutique. Monsieur Veta est désormais une victime confirmée. À l'aube du 10 février, les recherches continuent. Les morceaux de corps sont retrouvés flottant dans l'Yonne, chacun apportant des indices supplémentaires. Les membres découpés, les jambes et les bras, sont examinés par le docteur Leriche, qui conclut qu'ils ont été tranchés avec une scie fine et bien aiguisée. L'analyse du tronc, retrouvée quelques jours plus tard, et de la tête, qui mettra encore du temps à être retrouvée, laisse les enquêteurs perplexes. L'enquête se tourne alors vers les suspects potentiels. Les gendarmes examinent l'ancien employé de Monsieur Veta, un jeune homme qu'il avait renvoyé pour vol, mais il a un alibi solide. Ils interrogent ensuite Guillon, le garçon d'écurie de l'hôtel de l'Étoile, qui révèle une relation compliquée avec une femme nommée Marie Chauffard. Guillon explique qu'il a vu Marie la veille avec Monsieur Veta, ce qui semble le mettre en cause. Les soupçons se dirigent vers Marie Chauffard et son partenaire, Jules Mouillon, un boucher dont la réputation n'est pas des meilleures. Les enquêteurs examinent leur emploi du temps et découvrent qu'ils étaient à Dijon le jour du crime, ce qui semble être un alibi crédible. Les gendarmes vont à Dijon, les interrogent, mais les preuves ne s'alignent pas comme prévu. Les deux suspects prétendent qu'ils étaient en voyage, et leur présence à Dijon est confirmée par des témoins. Les lettres retrouvées dans l'établi de Monsieur Veta ajoutent une nouvelle dimension au mystère. Ces lettres, signées R, semblent être des invitations ou des messages de menace. Les gendarmes découvrent que ces lettres ont été écrites par Joséphine Martin, une femme qui vit à Tonnerre, à une quarantaine de kilomètres de Joigny. Joséphine Martin, quand elle est interrogée, nie toute implication dans le meurtre, mais avoue avoir écrit les lettres à la demande d'un homme nommé Alfred Morand. Elle explique que Morand l'avait chargée de jouer le rôle d'appât pour attirer Monsieur Veta. Les enquêteurs découvrent rapidement qu'Alfred Morand est un personnage bien connu dans la région pour ses activités louches. Morand est donc arrêté et interrogé. Le juge continue de suivre les pistes et découvre que Vacher, l'aubergiste, aurait également pu être impliqué. Une reconstitution est ordonnée chez Joséphine Martin, et les témoins commencent à affluer. La sœur de Joséphine confirme qu'elle a vu son frère avec l'horloger la nuit du crime, et des détails sur le vol et le découpage du corps commencent à émerger. Les enquêteurs découvrent que le jour suivant le crime, la mère de Joséphine, Amélie Vacher, s'est rendue à Paris pour vendre des montres, renforçant ainsi les soupçons sur son implication. L'enquête semble confirmer que Joséphine Martin n'a pas menti, et que Morand et Vacher ont effectivement joué un rôle dans le meurtre. Cependant, l'énigme ne s'arrête pas là. Les gendarmes découvrent que le meurtre de Monsieur Veta a des ramifications plus profondes qu'ils ne l'avaient imaginé. L'enquête révèle que l'horloger avait de nombreuses dettes et avait récemment été impliqué dans des affaires financières douteuses. Le maître horloger, connu pour son tempérament difficile et ses nombreux créanciers, semble avoir eu des ennemis parmi ses clients et partenaires commerciaux. Un détail crucial émerge lorsque les gendarmes interrogent les employés de la boutique de Monsieur Veta. Certains confirment qu'ils avaient entendu des menaces provenant d'un individu mystérieux, surnommé le Vengeur, qui avait des griefs personnels contre l'horloger. Pour mieux comprendre le contexte, les enquêteurs interrogent le voisinage et découvrent des liens surprenants entre les affaires de Monsieur Veta et les membres d'une société secrète locale, un groupe d'hommes influents impliqués dans des affaires obscures. Cette société, apparemment respectable en surface, cache des pratiques occultes et des rituels macabres. L'horloger, en raison de ses dettes, aurait été contraint de vendre des informations sensibles à ce groupe pour essayer de rembourser ses créanciers. Une perquisition dans la boutique de l'horloger, menée par les gendarmes, révèle des documents compromettants qui établissent un lien direct entre Monsieur Veta et la société secrète. Ces documents montrent que l'horloger avait été manipulé et utilisé comme pion dans un jeu de pouvoir dangereux. Parmi les documents retrouvés, des lettres menaçantes envoyées à l'horloger, signées par le mystérieux Vengeur, mentionnent clairement des réclamations liées à des dettes et à des secrets d'affaires. Ces découvertes mettent en lumière un complot complexe et le rôle crucial de la société secrète dans le meurtre. Au fur et à mesure que les enquêteurs explorent ces nouvelles pistes, ils découvrent que le rôle de Joséphine Martin et d'Alfred Morand était en réalité de distraire l'horloger et de le mener vers une embuscade préparée par la société secrète. Le meurtre a été orchestré pour punir Monsieur Veta pour ses trahisons et ses erreurs. Vacher, en tant que membre influent de cette société, aurait supervisé le déroulement de l'opération. Joséphine, manipulée par Morand, a été le pion malheureux dans ce jeu de pouvoir. Les preuves accumulées permettent de faire le lien entre tous les suspects et les différents éléments de l'affaire. Les gendarmes réussissent à reconstituer la scène du crime avec une précision presque clinique. Les membres de la société secrète sont arrêtés et les enquêtes révèlent des pratiques illégales et des rituels occultes. L'affaire devient un scandale régional mettant en lumière les facettes cachées de la vie sociale et politique de Joigny. Les détails du crime sont présentés au tribunal avec une intensité dramatique.
Le procès expose les sordides réalités du crime organisé et des sociétés secrètes. Les membres de la société secrète sont jugés et condamnés pour leur rôle dans le meurtre de Monsieur Veta et pour d'autres crimes associés. Les révélations ont un impact profond sur la communauté de Joigny, qui est secouée par la découverte des pratiques occultes et des machinations financières. Le village de Joigny, bouleversé par ces événements, commence à se remettre lentement. Le souvenir de Monsieur Veta, dont le meurtre a révélé une intrigue sombre et complexe, reste un sujet de discussion dans les cafés et les salons. La justice a été rendue, mais l'affaire laisse une marque indélébile sur la mémoire collective des habitants. Les mois passent et la vie reprend son cours normal dans le village. Cependant, les événements tragiques du mois de février 1898 deviennent une partie intégrante de l'histoire locale, un rappel de la manière dont des apparences trompeuses peuvent dissimuler des vérités inquiétantes. Le village continue de se reconstruire, tout en se souvenant des leçons tirées de ce drame qui a révélé les ténèbres cachées sous une surface apparemment tranquille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos épisodes passionnants. Laissez un j'aime si vous avez apprécié cette enquête et partagez-la avec vos amis amateurs de mystère et d'histoires d'horreur. Vos commentaires et votre soutien sont précieux pour nous aider à créer encore plus de contenu fascinant.